Que tu crois, je fais évidemment référence à ton livre et au podcast, au nom du podcast. Est-ce que tu crois que les gens changent et qu'on peut, à travers ce chemin, évoluer sans doute, mais changer? Eh ben, c'est une très bonne question. Je ne sais pas, en fait, aujourd'hui. Je me pose la même question que toi. Est-ce qu'on peut véritablement changer? Puis qu'est-ce que changer? Parce qu'en effet, on a comme un cœur, un noyau de qui nous sommes, qui évolue, tu l'as très bien dit, qui va, en fonction des situations que va nous apporter la vie, prendre tel ou tel chemin. Est-ce que finalement notre essence change véritablement ? Oui, on évolue à la marge, il y a des choses qui se métamorphosent certainement en profondeur. Peut-être que certains empêchements, parfois qu'on avait très forts, peuvent se lever, notamment, moi je ne suis pas une grande traumatisée, donc, mais on le voit dans le cas de grands traumas, il peut y avoir soit des empêchements qui sont tels qu'il n'y a pas de résilience possible, et c'est OK. Je veux dire, la résilience n'est pas possible pour tout le monde, et puis on le voit dans certains cas. Boris Cyrulnik en parle très bien, de très grande résilience par rapport à de très grands traumas. Est-ce que de toute façon ces personnes-là avaient une telle façon d'être au monde qu'ils auraient de toute façon changé? Il y a quelque chose de la résilience qui se serait, quoi qu'il arrive, installé, indépendamment de tout ce qu'ils ont reçu. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre parfois de la grâce qui fait qu'il y a un changement radical qui peut arriver? On le voit aussi dans certains parcours où il y a des changements, des sortes de volte-face qui s'opèrent. Oui, je crois, mais fondamentalement, est-ce que notre essence est profondément modifiée? Je le crois de moins en moins, en réalité. Moi, j'ai la sensation que le chemin d'acceptation est plus fort que le chemin et sans doute plus aussi logique, enfin je sais pas si c'est logique le bon terme, mais en tout cas ça me semble plus accessible d'accepter qui on est que d'essayer de changer. Je crois que, quand j'observe ce qui se passe à l'intérieur de moi, ce que j'observe, c'est que bien sûr il y a des choses que j'aime pas, mais en fait elles sont toujours là. La seule chose, c'est que j'ai conscience et que j'arrive à les retenir. C'est-à-dire qu'en fait j'ai un niveau de conscience, à mon niveau bien sûr, mais où j'observe. Et je retiens, souvent je retiens, parfois je retiens pas évidemment, donc ça sort. Mais ça n'a pas changé fondamentalement, c'est toujours là. C'est simplement que je fais en sorte que ça ne sorte pas. Tu vois, et pour moi, ça s'appelle pas changer, c'est juste que tu fais un choix. J'ai monté en conscience, c'est simplement ça. Mais c'est intéressant parce que c'est aussi le choix qui nous est toujours offert de dire, je suis face à une situation, je me mets en observateur, comme tu dis, j'ai le bagage que j'ai pour peut-être faire d'autres choix que celui que j'aurais peut-être fait en pilote automatique sans avoir toutes ces informations. Donc le mode réactionnel, automatisé par tous nos terreaux et nos conditionnements, s'active peut-être de manière moins automatique à ce moment-là. Qui permet de dire, moi je sais qu'autrefois j'aurais pu faire des choix... J'ai une personnalité qui est un peu tout feu, tout flamme. Et donc, j'adore saisir plein d'opportunités. Je veux tout. Donc, y a ça qui se présente, c'est top. Tiens, je vais aller là, mais aussi là. Et c'est vrai que maintenant, je connais ce travers qui est à la fois très excitant et très exaltant, mais qui est aussi très épuisant chez moi. Et qui va aller nourrir parfois une forme d'hyperactivité qui, au bout du compte, peut me laisser aussi sur le carreau. Donc, quand je vois quelque chose qui se présente... Voilà, maintenant j'ai cette tendance de me dire, ok, voilà, réfléchis, rentre un peu à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui parle en fait à travers le fait de saisir c'est la queue du Mickey, tu sais, dans les manèges des enfants là. Tu vas attraper à chaque fois le truc, à chaque fois qu'il repasse, tu peux pas t'en empêcher. Et je me dis, ok, qu'est-ce que tu vas nourrir en ressaisissant ce truc-là? Réfléchis. C'est aussi apprendre à dire non. Que votre oui soit un vrai oui, que votre non soit un vrai non. De pas tout attraper comme ça, tout ce qui vient. Donc c'est vrai que cette idée de changement permet quand même d'incarner, j'espère, avec le temps, une forme de sagesse. Et en même temps, en tout cas ce que j'observe chez moi, c'est que
les travers, les angoisses qui a été mis aussi sous le boisseau, on le sait, ou les troubles ressortent à partir d'un certain âge, entre 40 et 50 ans. Tout ce qu'on a pu surcompenser quand on était jeune et qui physiologiquement était en espèce de suradaptation, à un moment donné peut plus dans nos parcours et demande en fait à être conscientisé, à être respiré, comme dirait très bien notre ami à nouveau Franck, marcher d'une certaine manière, vu, et peut de moins en moins être en forme de compensation. Donc on change pour le meilleur, mais parfois il y a le pire aussi qui apparaît à ce moment-là. On se dit, je comprends pas, j'ai l'impression d'avoir déjà fait un chemin, et puis ça a presque l'air de s'aggraver en fait, d'une certaine manière. Ce qui peut être un peu effrayant. Et c'est chez Jung ce qu'il appelle le face-à-face par rapport au processus d'individuation. Il y a un moment, je suis face à tout ça, et qu'est-ce que j'en fais aussi. J'ai entendu Alain de Botton dire que l'essence de l'humain, de l'être humain, c'est d'être un peu fou. J'aimerais bien avoir ton sentiment là-dessus. Je trouvais ça intéressant parce que je me suis dit, tiens, parce qu'en fait, moi je crois qu'il a raison, en fait. On a tous un peu cette folie d'une certaine manière et qu'on peut observer à l'intérieur de nous. Après, qui prend forme, qui prend pas forme, ça c'est une autre histoire, mais cette folie, elle existe. Cette folie, c'est toute la question de qu'est-ce qui devient ensuite qu'on considère dans la société comme une folie pathologique et qui nous fait sombrer dans un autre monde. Mais qu'est-ce que la folie ? Ça pose cette grande question, y compris même en psychiatrie. En allant au Japon, j'étais très touchée par cette artiste japonaise qu'on a vue beaucoup sur les Champs-Élysées, puisqu'elle avait été récupérée par une grande marque qui en a fait un peu une égérie. Son nom m'échappe. Je sais pas son nom. Osaka, quelque chose comme ça. Ouais. Qui a cette frange, voilà, et qui fait des pois verts. Je vois très bien, mais je sais plus son nom. On voit tous en fait son art. Elle était beaucoup moins populaire en Europe avant que cette grande marque la popularise. Et puis il y a une exposition à la Fondation Louis Vuitton qui fait des pois dans tous les sens. Et c'est vrai qu'elle vit la moitié de son temps dans un hôpital psychiatrique. Ou en face de l'hôpital psychiatrique. Alors, je ne sais pas si c'est la moitié de son temps ou une partie, mais en tout cas, elle a beaucoup créé en étant suivie. Donc, ça pose cette question de cette part, en fait, de créativité en nous, qui est peut-être cette part aussi de folie, mais qui est cette part aussi de ce que nous pressentons, de qui nous sommes, et qui n'est pas forcément parfois toujours exprimé, qui pourrait s'exprimer et être canalisé comme le font parfois bien les artistes, notamment chez elle, et qui l'a peut-être empêché, je sais pas, je connais pas son histoire, mais admettons que ce soit elle ou n'importe qui prend en fait ce canal d'expression et qui, chez bon nombre de nos contemporains et de nous-mêmes peut-être, n'arrive pas en fait à s'exprimer, cette part d'art, finalement nous sommes aussi l'œuvre d'une vie. Notre vie est une œuvre, donc si on la considère comme ça, comment est-ce que je peux exprimer mon essence à travers une forme de création, quelle qu'elle soit ? Et que je sois artiste talentueux ou pas, peu importe. On le voit très bien chez Alejandro Jodorowsky, des profils comme ça, multitalents, qui l'ont exprimé dans différents arts. Donc peut-être que ce qui apparaît comme étant la folie du monde, qui est beaucoup plus acceptée quand on la voit chez les artistes, comment est-ce que finalement ma part folle de folie créative peut s'incarner d'une autre manière pour être aussi porter du fruit. Et comment je la libère aussi ? Parce qu'en fait, moi, je vois aussi beaucoup de personnes qui contiennent parce qu'elles ont peur de ne pas être au niveau. Elles ont peur finalement qu'elles expriment on dit souvent, tu sais, que le plus grand ennemi du succès, c'est sa propre peur de réussir. Il y a ça aussi. Est-ce que tu dirais qu'on est libre ? Je me pose cette question par rapport à ce que tu disais au tout début sur la manière dont on est, et peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui se disent, qui se sentent coupables de telle ou telle chose qu'elles peuvent penser, la manière dont elles le vivent. Peut-être des gens qui sont en dépression, et tu peux te sentir coupable, te dire merde, comment ça se fait, pourquoi je vais pas si bien, pourquoi il y a rien qui explique, etc. Et parfois je me demande, est-ce que vraiment nous sommes libres ? Et j'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus. Je crois qu'on a une certaine forme de liberté, mais fondamentalement,
il faudrait, là, on rentre vraiment dans les questions de philosophie, de la liberté de circulation, de la liberté morale. Effectivement, on est quand même dans une société où on a des formes de liberté. Oui, bien sûr. Donc c'est une très très grande question. Hein. C'est des grands sujets de philo, métaphysique, aussi du bac. Il faudrait que... Mais fondamentalement, est-ce qu'on est libre ? On a à la fois une forme de libre arbitre et à la fois on a une forme de destinée. Moi, je crois que les deux finalement se superposent et que les deux mouvements ou les trois mouvements, ou il y a 4 mouvements qui cohabitent. Et que à la fois il y a quelque chose qui est déjà dessiné. On revient à quand on parlait du changement et de l'essence. Tu vois, il y a une forme de, comme s'il y avait ce que je ressens aujourd'hui. Peut-être dans 10 ans, tu me réinterrogeras et je dirai autre chose. Mais il y a comme une forme de grand dessin de notre incarnation et de grande destinée qui est comme ça. C'est très flagrant quand on le voit chez des génies qui s'incarnent avec, quand on voit des gens comme Mozart ou autres, ou de grands artistes, on se dit c'est pas possible, il y a un destin chez certaines personnes. Mais je crois qu'on a tous ça fondamentalement, il y a comme ça un destin, et en même temps, on peut, à travers cette espèce de grande matrice et de cadre, faire des choix et prendre et décider avec une forme de libre arbitre d'aller dans une direction ou dans une autre. C'est ça qui reste extrêmement mystérieux. Ce oui qui à chaque moment est à notre portée, ou ce non, et à la fois qui va quand même dans une forme de direction, comme si quand on reprend cette énergie par exemple du Big Bang qui donne un mouvement, une direction, à la fois on est absorbé dans ce flux comme ça, et en même temps, à l'intérieur de ce flux, comme dans une rivière ou le saumon, pour prendre une autre métaphore, on peut quand même osciller et prendre soi-même des décisions. C'est ça qui est magique et extraordinaire et qui est inexplicable, je dirais, d'une certaine manière.